Bonjour, je suis en compagnie d'Amélie Pelland. Bonjour, Madame Pelland, comment allez-vous? Très bien. Merci. Merci de nous recevoir en ce début d'année. Vous êtes la coordonnatrice de Action Logement Lanaudière. Qu'est-ce que c'est Action Logement Lanaudière? Donc, Action Logement Lanaudière, on est un organisme communautaire. On est situé à Joliette et on couvre la région de Lanaudière. On est un organisme qui accompagne les locataires pour les aider à défendre leurs droits. Donc, on fait de la défense individuelle et de la défense collective. La défense individuelle, en fait, c'est des informations qu'on va donner aux locataires pour qu'ils connaissent mieux leurs droits. Et ça peut être un service d'accompagnement pour aider à rédiger des lettres ou expliquer comment se passe une audience à la Régie du logement. Ça peut être accompagné aussi lors justement d'audience. Est-ce que vous les accompagnez? Oui, c'est quelque chose qui est possible. C'est sûr qu'on ne représente pas les gens en cours. On les aide à se préparer pour une audience. Mais oui, ça peut arriver qu'on les accompagne là, en soutien moral. Et on fait aussi de la défense collective des droits. Oui, c'est ça. Donc, la défense collective, c'est quand on voit qu'il y a des problématiques ou qu'il y a des lois qui ne sont pas tout à fait équitables, on va aller sensibiliser les députés aux réglementations, aux choses qui des représentations. Exactement. Et ça, vous le faites aussi, dans le fond, vous le faites parce que ça va être un regroupement aussi, j'imagine, d'Action Logement qui est à travers le Québec, où vous y allez spécifiquement en disant, moi, je vais sur Lanaudière et je vais rencontrer les députés ou les choses? Donc, en fait, nous, c'est toute la région de Lanaudière, mais il y a d'autres comités logement qui existent un peu partout au Québec et on a un regroupement qui est le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec qui, lui aussi, va mettre de l'avant différentes revendications. C'est sûr que nous, c'est plus pour la région de Lanaudière. Mais c'est sûr que les revendications sont sensiblement les mêmes là, un peu partout au Québec. Je sais on s'est déjà rencontrés, justement, quand vous parlez de revendications collectives. Ici, dans le coin, c'est beaucoup la salubrité des logements. Je pense que c'est un des points que vous défendez beaucoup. Là. Il y a l'accessibilité, mais le problème est un petit peu plus de salubrité. Exactement. La problématique principale qu'on constate à Action Logement, c'est vraiment les problèmes d'insalubrité. Donc, on parle de punaises de lit, coquerelles, rats, moisissures, ce qui affecte en fait la santé des gens. On a mis récemment en place un comité pour aller sensibiliser les villes à adopter des réglementations pour lutter contre l'insalubrité des logements. Parfois, on fait face malheureusement à des propriétaires qui ne font pas les correctifs nécessaires. Et puis, c'est un problème qui perdure à long terme avec la détérioration des immeubles. Oui, l'âge des immeubles. Est-ce que vous avez un pouvoir d'intervention ou vous devez passer par les villes, justement, pour dire, je ne sais pas, dans une région, dans une ville, dans la région de Lanaudière, la bâtisse devient insalubre. Donc, vous intervenez au niveau de la municipalité pour envoyer des inspecteurs, j'imagine des choses comme ça, ou vous pouvez émettre des choses, des avis d'insalubrité? Nous, on ne peut pas émettre des avis d'insalubrité, on n'a pas du tout cette compétence-là. Il y a certaines villes qui ont une réglementation, l'inspecteur municipal va pouvoir se déplacer au logement et faire une inspection des lieux et émettre un avis de non-conformité. Lorsque c'est fait, ça facilite beaucoup le processus pour les locataires. C'est un moyen de pression pour les propriétaires. Et par la suite, c'est un rapport d'inspection qui peut être remis lors d'une audience à la Régie du logement. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les villes qui offrent ceci. À ma connaissance, présentement, il y a Lanaudière qui l'offre. Et si je ne me trompe pas, il y a Mascouche qui a adopté récemment une réglementation. Mais malheureusement, on n'a pas de code du logement, contrairement à Montréal, qui, eux, n'ont un. Et les règles sont beaucoup plus sévères, qui peuvent aller jusqu'à des amendes aux propriétaires et même jusqu'à l'expropriation. C'est très rare que c'est appliqué. Mais à Montréal, il y a plus de réglementation pour protéger. Donc, c'est un point que vous aimeriez dans la région, justement, favoriser, je vous dirais, instaurer, inciter les villes à s'impliquer un petit peu plus au niveau de cette problématique-là. Là. Exactement. Dans les mois à venir, on va essayer d'aller rencontrer certaines municipalités pour les sensibiliser à l'importance d'adopter une réglementation pour lutter contre l'insalubrité dans Lanaudière. Avant de passer à d'autres points, juste un dernier point au niveau collectif comme ça. Est-ce qu'ici, on pourrait dire le parc immobilier, est-ce qu'il y a encore beaucoup de logements? Est-ce qu'on vit en juillet des crises du logement, des gens qui sont pas capables de se loger pour différentes raisons? Est-ce que ça s'est atténué ou c'est encore un gros problème? Je dirais pas que ça s'est atténué. Les loyers sont extrêmement dispendieux, particulièrement dans le sud.
sud de la région, là, ça se rapproche beaucoup des loyers de Montréal. Ah oui? Il y a des gens qui sont obligés de payer jusqu'à 80 de leurs revenus pour se loger. Quand vous parlez du sud de la région, vous parlez de chez nous ici? À Berthierville aussi, mais c'est plus particulièrement dans le sud de la région qu'il y a vraiment des hausses de loyers importantes. Au niveau de Berthierville, c'est beaucoup ce qu'on constate, plus des problèmes de réparation. De salubrité, d'entretien. Oui, ou ça peut être des maisons aussi qui sont louées par des locataires qui sont en mauvais état, principalement. Mais au niveau des loyers, là, dans le sud de la région, là, on constate vraiment une hausse importante. Est-ce qu'on a une crise de logement au mois de juillet que les gens n'en trouvent pas? Est-ce qu'il y a encore des gens dans les rues ou dans la région ici au mois de juillet? Malheureusement, oui. C'est certain qu'on a des gens, malheureusement, qui ont un mauvais dossier de crédit ou qui ont vécu des situations difficiles et vivent beaucoup de discrimination venant des propriétaires. Donc, on a des personnes vulnérables qui viennent nous voir, qui sont prestataires d'aide sociale, qui se font refuser un logement pour le motif qu'elles ont de l'aide de dernier recours. Donc, c'est certain que c'est plus difficile pour ces personnes de trouver un logement. Puis malheureusement, je pense que des fois, c'est peut-être pas la bonne chose à dire, mais faut pas toujours tout dire pour être capable d'avoir un logement, parce que c'est plus, comme tu dis, l'offre étant déjà plus restreinte que la demande, c'est sûr que les propriétaires peuvent malheureusement en profiter un petit peu, là. C'est certain que si un locataire ment sur certaines informations, il y a un risque que le propriétaire, par la suite, s'il l'apprend, revienne, mais à la base, il ne serait pas censé refuser un logement pour un motif discriminatoire. Bien, c'est ça, je veux dire, c'est qu'avoir des enfants... Exactement. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est dans cette optique-là que je te disais ça. Tu sais, des fois, ils vont arriver, puis tu vas dire, tu cognes à la porte, je m'en viens pour le logement. Vous êtes combien? Mais tu sais, si c'était un 4,5, tu sais, personnellement, je suis capable d'avoir une famille avec un enfant ou 2 enfants. Puis si tu parles d'enfants, il y a de la discrimination. C'est des plaintes qu'on peut faire, là. Si la personne... le logement lui permet, là, selon le nombre de pièces, d'emménager avec son enfant, puis que, par exemple, elle aurait omis de dire cette information-là, c'est certain que le propriétaire ne peut pas lui refuser le logement sous motif qu'elle a un enfant parce que c'est discriminatoire à la base. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Il y a de la discrimination aussi qui est faite sur la couleur, le sexe. Énormément. Encore, ça existe encore aujourd'hui. Beaucoup les femmes monoparentales avec enfants, il y a encore beaucoup de préjugés. C'est pas évident, je pense que... Puis les grandes familles aussi, se trouver un logement abordable quand on a 4-5 enfants, c'est pas toujours évident. Non, je pense que c'est ça. Donc, vous intervenez dans ça, dans ce domaine-là, et vous faites des représentations, comme vous dites tantôt, collectives, en disant aller rencontrer les villes. Exactement. On va passer déjà une première pause, mais on va parler par la suite de 2 points, si tu es d'accord. On va parler du fameux cannabis. On en a entendu beaucoup parler. Il y a d'autres choses à parler. Puis, par la suite, on va parler carrément d'une relation propriétaire-locataire. On est à la veille de recevoir les avis d'augmentation de loyer, puis on va regarder ça. Moi, je suis un nouveau locataire. Je me suis installé en appartement il y a 5 mois. Par contre, l'appartement que j'ai loué au propriétaire était horrible au niveau de la salubrité. Je l'ai appelé pour qu'il répare le problème, mais il voulait pas. C'est là que je me suis tourné vers Action Logement La Naudière. Eux autres, ils m'ont beaucoup aidé sur le problème. Grâce à eux, le propriétaire s'est rendu chez moi et a réglé le problème que j'ai vécu pendant 5 mois. J'étais vraiment content de me tourner vers eux. Ils m'ont beaucoup aidé. Le droit au logement est important pour Action Logement La Naudière, car vous avez droit à un logement salubre, sécuritaire et abordable. Vos droits, loyez-y. Nous sommes de retour encore avec Amélie Pelland. Et maintenant, en dernière partie, on va parler vraiment du sujet du jour, le sujet le but premier de notre rencontre. En janvier, normalement, les locataires reçoivent un avis d'augmentation. C'est rare que tu ne reçois pas un avis d'augmentation en janvier, des montants minimes, mais normalement, c'est la période que les propriétaires
doivent envoyer l'avis de location, d'augmentation. La plupart des baux sont de juillet à juin. Donc, c'est entre janvier et mars que les propriétaires peuvent envoyer un avis d'augmentation principalement. Oui. OK. Et la date limite, c'est quoi pour envoyer un avis d'augmentation? Donc, si j'ai un bail du 1er juillet au 30 juin, ce serait au maximum le 31 mars que le propriétaire pourrait remettre un avis d'augmentation ou de modification de bail. OK. Et sinon, c'est quoi les règles? Si j'ai rentré au mois de décembre, mettons de décembre à juin, puis le propriétaire dit au mois de juillet, on reviendra avec un nouveau bail, est-ce qu'il peut m'envoyer quand même un avis d'augmentation? Si c'est un bail de moins d'1 an, c'est 1 à 2 mois avant la fin du bail. Donc, si ce serait de décembre à juin, par exemple, bien, ce serait plus au mois de mai qu'il pourrait remettre un avis d'augmentation. Tu envoies normalement, l'avis d'augmentation doit être envoyé sur un formulaire. Hein? Idéalement, c'est un formulaire qu'on peut aller chercher, le propriétaire peut aller chercher sur Internet, mais il est disponible là, à la Régie du logement, c'est ça? Exactement. Il est accessible sur le site Internet de la Régie du logement. Ils ne sont pas obligés d'utiliser ce formulaire-là, mais c'est fortement suggéré pour être certain qu'il soit fait en bonne et due forme. Et ce formulaire-là, l'avis doit comporter quoi comme document ou comme information? C'est important d'impliquer la durée du bail, le coût du loyer actuel ainsi que l'augmentation prévue. S'il y a d'autres augmentations, d'autres modifications que le propriétaire Quand tu parles de souhaite, modification, oui. Ça serait quoi justement? Ça serait des animaux, la cigarette, un garage, un espace de stationnement, c'est des choses comme ça? Oui, le propriétaire pourrait tenter de faire ce type de modification-là. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'elles sont légales si c'est une perte de droit pour le locataire. On a vu des cas où ça pouvait arriver, par exemple, qu'on veut que l'électricité maintenant soit inclue dans le loyer. Mais on va ajuster le loyer en conséquence, des choses comme ça. OK, d'accord. Ça peut être un ajustement aussi de dire, tu pars de l'électricité inclue à payer l'électricité. Au contraire, exactement. Exactement. C'est des choses qui se posent. Mais si, j'ai un exemple, j'ai toujours eu accès à une partie commune, à un stationnement, et du jour au lendemain, il me l'enlève, est-ce que je peux contester? Est-ce qu'on a des droits acquis en termes de locataire? Tout à fait. Donc, le propriétaire doit respecter le bail en vigueur. Donc, lorsqu'il envoie un avis de modification, s'il retire des droits au locataire, il y a une possibilité de le contester, tout comme l'augmentation de loyer. Bon. Donc, on reçoit l'avis. On regarde le chiffre, c'est, 5 $ par mois. On se dit, on est prêt à assumer le coût de cette augmentation. Mais il y a quand même, je veux dire, le mot des abus ou des augmentations exagérées. Des fois, les propriétaires ont, comme on dirait, ils s'essayent. Oui, en effet. Parce qu'ils savent que l'augmentation, si c'est je sais pas, je voudrais pas dire c'est un vieux logement, je vais le mettre dans un terme vieux logement, il y a une certaine limite, à augmenter le loyer par année. Puis peut-être parce que ça fait 15 ans, 10 ans que tu restes, tu payes encore peut-être plus bas que le prix du marché, qu'est-ce que là, tu as un avantage que tu en profites, mais là, le propriétaire ne peut pas dire du jour au lendemain, tu passes d'un loyer de 600 à 1 000 $. Non, exactement. Donc, à chaque année, la Régie du logement va statuer un pourcentage qui est disponible fin janvier, début février. Okay. Et puis, à ça, on calcule aussi s'il y a eu une augmentation des taxes municipales scolaires, s'il y a eu des réparations, des augmentations de frais. Donc, le propriétaire, il y a des critères assez stricts à respecter. Okay. Donc, s'il augmente de façon abusive, le locataire a un délai là, pour contester l'augmentation et s'entendre possiblement à l'amiable. Sinon, ça se rend à la Régie du logement et c'est le juge qui va trancher le montant. Tu me disais tantôt, Amélie, les taux d'augmentation vont sortir normalement fin janvier. Début février. Début février. Exactement. Donc, quand tu reçois ton avis d'augmentation, si je la reçois cette semaine, on parle d'un 10 janvier, techniquement, on a jusqu'au 10 février pour donner notre avis ou à contester ou on a des dates légales là, à respecter. Exactement. Donc, lorsqu'on reçoit un avis d'augmentation de loyer, on a 30 jours pour donner une réponse. Est-ce que c'est 30 jours de calendrier ou 30 jours ouvrables? Calendrier. Ça fait une différence entre calendrier. les calendrier. Donc, en fait, on compte les fins de semaine. Parfait. Si on ne respecte pas ce délai, le bail va se renouveler avec les modifications. Donc, si je reçois une augmentation, je dis n'importe quel chiffre, de 50 $ par mois et que je mets cet avis-là de côté, je ne m'en occupe pas, mon bail va être augmenté de 50 $ par mois. Donc, c'est important d'y répondre si on n'est pas d'accord et on a vraiment 30 jours pour donner une réponse. On peut contester l'augmentation en disant qu'on veut renouveler notre bail mais qu'on refuse l'augmentation.
On peut aussi offrir une contre-offre au propriétaire après avoir fait quelques calculs pour évaluer combien ça pourrait coûter. Et puis, il a toujours l'option de dire aussi qu'on ne renouvelle pas et qu'on déménage. Si c'est notre souhait là, de déménager à la fin du bail. OK. Mais quand on parle maintenant au projet de contestation ou de modification, la première étape, vous conseillez toujours d'aller, comme on pourrait dire, en médiation, aller rencontrer le propriétaire. Et si le propriétaire vous envoie les raisons, tu le sais s'il a changé des fenêtres partout. Exactement. Nous, ça arrive fréquemment qu'on aide à rédiger des lettres avec une contre-offre et puis qu'on indique dans la lettre, si possible, on aimerait avoir la feuille de calcul avec quelques factures. Et si les factures sont justifiées, on ne verrait pas pourquoi on contesterait. Mais si le propriétaire n'est pas prêt à fournir les factures ou qu'il ment sur certaines informations, on peut douter qu'il y ait de mauvaise foi. Quand c'est un gros building, c'est plus difficile que quand c'est un duplex. Donc, souvent, le propriétaire reste en bas et tu demeures en haut. S'il n'a pas touché à ton logement vraiment, il ne peut pas justifier des augmentations astronomiques, c'est ça que je comprends. Non. Il ne peut pas faire payer les dépenses que lui a mis dans son logement au locataire. Bien, c'est du cas par cas, c'est certain. Mais oui, les réparations qu'il a effectuées dans le logement, il pourrait, si on veut, refiler la facture au locataire dans l'augmentation. Mais ils ont, encore une fois, un pourcentage pour les réparations d'attribuer au niveau de la régie du logement. Donc, ce qui fait que les travaux, en fait, vont être remboursés sur une longue période de temps. Donc, c'est pas ça qui fait le plus mal aux locataires. Ce qui est plus difficile, c'est les taxes municipales et scolaires. Donc, lorsqu'il y a une forte augmentation, le propriétaire, en fait, dans ces augmentations, refile l'augmentation des taxes. Et c'est vraiment ça qui fait une grosse différence au niveau de l'augmentation de loyer. Au niveau de la région aussi, je pense que c'est facile d'aller à ta municipalité, de savoir c'est quoi les taxes municipales. Et maintenant, en taxe scolaire, il va y avoir comme un taux comme uniforme. Tu es capable de faire au moins une comparaison, un exemple 2018 versus 2019, comment ça va calculer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je crois que sur le site Internet de la régie, si vous n'avez pas Internet, vous avez des difficultés, vous pouvez aller dans des centres communautaires ou des choses, avoir accès à Internet. Exactement. Puis, ça existe. Il y a une feuille de calcul. Tu as une espèce de lien, là, de formulaire que tu peux te servir. C'est bien ça? Exactement. Il y a un formulaire de calcul disponible sur le site de la Régie du logement. Par contre, nous, on en offre un aussi parce qu'il faut dire qu'il nous manque souvent des informations. Donc, le locataire ne peut pas toujours tout remplir les cases du formulaire parce qu'il est vraiment fait pour les propriétaires, principalement. Donc, on invite les gens aussi à communiquer avec nous pour qu'on puisse offrir une grille plus adaptée pour faire une estimation. Là, donc, c'est des services que vous offrez. Exactement. Nous, oui. D'accord. Tantôt, tu me parlais, on a parlé d'un terme, puis là, j'ai dit, il faut peut-être le clarifier. Oui. On parlait de session de bail. Oui. Parce que là, une session de bail c'est une continuité du bail. Tant que tu renouvelles, tu restes toujours en principe avec les mêmes conditions et session aussi de bail, tu gardes les mêmes conditions. Exact. Donc, si, par exemple, mon bail s'est renouvelé et je désire pouvoir quitter mon logement en cours de bail, donc j'ai la possibilité de m'entendre à l'amiable avec mon propriétaire, mais s'il refuse, j'ai la possibilité de céder mon bail. Donc, je dois trouver un nouveau locataire que le propriétaire va accepter pour pouvoir quitter mon logement en cours de bail. Et puis, lorsque le nouveau locataire emménage, en fait, il prend le bail tel quel avec les conditions telles quelles. Donc, il ne devrait pas, théoriquement, y avoir d'augmentation de loyer ou de changement de clause. Parce que tu es en cours de bail. Exactement. Mais quand tu arrives au renouvellement du bail, là, le propriétaire est-ce qu'il doit respecter encore les mêmes règles de pourcentage d'augmentation? Il ne pourrait pas passer d'un loyer de 600 encore là à 800. Là. Non, bien en fait, si j'avise que je ne renouvelle pas mon bail, c'est certain que le propriétaire peut avoir une nouvelle entente avec le nouveau locataire, mais quant au coût du loyer, normalement, il ne devrait pas augmenter abusivement. D'ailleurs, si le nouveau locataire apprend que l'ancien locataire payait beaucoup moins cher que lui, il a des recours pour aller à la Régie du logement pour demander de faire fixer le loyer à la baisse. Mais il y a des délais pour faire cette demande-là et ça dépend si le propriétaire a rempli la fameuse section G du bail qui indique le loyer était de combien auparavant. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui omettent de la remplir. Donc, on devrait exiger de ce propriétaire-là de dire, moi, je veux savoir l'ancien bail
était à combien, et c'est une déclaration qui est officielle. À la limite, tu as le locataire devant toi, puis tu dis, tu payes combien? Si tu payes 600, puis du jour au lendemain, le propriétaire veut louer 800 parce qu'il y a de l'offre, et il y a beaucoup d'offres, comme tu disais, un petit peu dans le sud de la Naudière, tu as une grosse offre pour le logement. Si si le propriétaire, moi je sais pas, j'essaie de voir un cas, là, dans le sens que si le propriétaire a envoyé au locataire un avis d'augmentation, ton loyer est à 600, je t'augmente à 625. Le locataire dit, je ne prends pas le logement. Il y a un nouveau locataire qui s'inscrit, et là, le propriétaire passe de 600 à 800. Il n'a pas le droit de faire ça. Exactement. Et puis, nous, on dit aux locataires qui sont à l'aise de le faire, de laisser une copie de leur bail dans leur logement, ce qui permettrait aux nouveaux locataires de voir quel était le loyer auparavant. Si, bien sûr, personne n'a enlevé la copie là, qui est dans le logement. On devrait toujours avoir ça dans notre logement, notre copie de bail avec nos papiers. Oui, ça, c'est toujours important, mais nous, ce qu'on conseille, c'est de laisser, pour ceux qui sont à l'aise de le faire, une copie du bail lorsqu'on quitte le logement. Comme ça, le nouveau locataire, lorsqu'il emménage, peut savoir combien de loyer l'ancien locataire payait. Donc, dans le fond, il y a des règles de modification, on s'entend. Il peut y avoir des règles de tarification. La régie détermine que le nouveau locataire n'a pas à avoir un montant abusif versus l'ancien logement. Là. Exactement. Donc, si le locataire désire obtenir cette information-là, nous, on l'encourage lorsqu'il signe le bail. S'il voit que la section G n'est pas remplie, bien, de questionner le propriétaire, de pourquoi cette section-là n'est pas remplie et quel était l'ancien loyer. Si le locataire apprend du propriétaire qu'il y a eu une grosse augmentation et qu'il est à l'aise avec ça et qu'il l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais si le propriétaire ment sur cette information-là, ne dit pas la vérité ou ne donne pas l'information, bien là, le locataire a des recours par la suite pour se plaindre. Mais est-ce que ça pourrait être une discrimination? Dans le sens, je veux dire que la personne, oui, elle n'a pas le choix d'accepter le nouveau locataire. Puis elle dit, moi, si je ne le prends pas, je suis dans le... Je ne vais pas dire, je suis dans la rue, là, comme on pourrait dire, mais je sais très bien que l'autre payait 600, puis là, il me charge 800. Il y a une forme de discrimination, puis une forme de pression qui est mise par les propriétaires. Tout à fait. On trouve ça désolant. Malheureusement, ça arrive que des personnes se voient contraintes d'assumer des augmentations beaucoup plus élevées que prévu. Il n'y a pas toujours des recours pour ce type de situation-là non plus. Ça peut être assez complexe. Puis, est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement ou peut-être vous suggéreriez d'avoir une espèce de registre des baux? Tout à fait. Donc, c'est une de nos revendications. C'est une revendication provinciale aussi qu'on souhaite, qu'il y ait un registre des loyers, en fait, pour permettre aux locataires de connaître l'information, savoir si le loyer était plus beau par Il était juste, c'est ça. Et ça, c'est seulement l'année avant, quand ta fameuse section, elle donne le loyer précédent, mais elle ne donne pas le loyer, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Exactement. Donc, c'est les 12 mois précédents. Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on peut, je te vais dire le mot exiger, mais comme tu dis, le propriétaire, est-ce qu'on peut exiger du propriétaire de voir les factures de réparation? Parce que, tu sais, je ne sais pas, là, mais je vais te donner un exemple, poser des fenêtres, là, ça peut coûter 5 000 changer des fenêtres comme 50 000. Tu sais, tes amis en or avec carte dorure ou tes amis, mais tu sais, il dit réparation des fenêtres, 25 000, mais tu sais, 25 000, ça peut être l'ensemble du coût de toute la bâtisse, mais tu sais, ton logement, c'est un 20e, un 5e, une demi, un tiers. Tout à fait. Lorsqu'un locataire reçoit une augmentation de loyer, oui, on l'encourage à demander au propriétaire les factures en lui disant « Je vais être ouvert à accepter ton augmentation, mais j'aimerais vérifier le coût et des factures. » Si le propriétaire de bonne foi, il ne devrait pas avoir de problème à montrer ces factures-là. Sinon, est-ce que vous pouvez l'exiger? S'il ne veut pas les remettre, on peut lui demander, mais on ne peut pas le forcer à les remettre. Mais s'il refuse de les remettre, puis que le locataire conteste l'augmentation, il n'aura pas le choix de les apporter durant l'audience devant le juge. Et là, il va devoir avoir toutes ses factures et tous ses papiers pour prouver son augmentation. Donc, si je répète mon chose, c'est que là, on a pas mal parlé de tout ce qui se passait. Je décide de faire une contestation. J'ai 30 jours que tu me disais. Là, après ça, je m'en vais remplir un formulaire à la régie.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un locataire envoie sa réponse à l'effet qu'il refuse l'augmentation, c'est au propriétaire d'aller faire une demande à la Régie du logement. OK, c'est lui qui a le fardeau de la preuve. Exactement. Donc, ce n'est pas au locataire d'assumer les coûts là, pour une augmentation abusive. Donc, le propriétaire a avantage à s'entendre à l'amiable avec le locataire. Et puis, si ce n'est pas possible, c'est au propriétaire de faire une demande à la Régie et par la suite, il va y avoir une audience. Et le propriétaire a un délai de 30 jours suivant la réponse du locataire pour faire cette démarche-là, sans quoi il est présumé là, à avoir accepté le refus là, du locataire. OK. Mais donc, qu'est-ce que je te pose comme question? Le propriétaire, il ne va pas. Oui. D'accord? Donc, toi, tu présumes qu'il est allé. Ça prend quand même un délai là, à la Régie. Donc, si je paye 600 par mois, j'ai refusé l'augmentation, il n'y a pas de négociation, c'est au propriétaire à aller Exactement. à la Régie dire « je ne m'entends pas avec mon locataire ». Exactement. OK. Et pendant ce temps-là, tu payes combien? Tu payes le nouveau loyer ou l'ancien loyer? Donc, c'est l'ancien loyer qui est de 600, vous disiez. Donc, on paie toujours le même montant. Si le propriétaire n'est pas allé dans le délai faire sa demande à la Régie, bien, ça veut dire que le bail se renouvelle aux mêmes conditions. Donc, on continue à payer le 600. 600. Et si le propriétaire est allé faire une demande à la Régie pour faire fixer le loyer, on continue à payer le même montant jusqu'à la date d'audience. Toutefois, on se met des sous de côté parce qu'on peut s'entendre quand même à une certaine augmentation suite au jugement de la Régie du logement. Est-ce qu'il peut y avoir justement un peu encore là de la discrimination pendant cette période-là? Parce que le propriétaire, là, souvent, il est un peu frustré en disant hey, « il n'a pas pris mon augmentation », puis à la fin, que quand tu fais justement, quand tu fais une demande de service, je te dirais, la toilette qui coule, changer telle chose, est-ce que vous êtes encore là pour aider ces locataires-là qui peuvent être victimes, on pourrait dire, d'abus ou de pas d'aide? En voulant dire, le propriétaire, il y en a des gentils, là, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas gentils, mais c'est difficile de contester. C'est difficile d'accepter de faire ça parce que tu dis, ça va être quoi l'attitude du propriétaire? Moi, c'est ça que je vois dans cette optique-là. Puis elle dit, bien là, si je conteste, puis il ne vient plus, il déneige plus à court, il ne fait plus telle chose. C'est sûr qu'on préconise beaucoup des ententes à l'amiable, mais malheureusement, oui, ça va arriver que ça affecte la relation avec le propriétaire. Il y a certains propriétaires qui vont peut-être user de harcèlement par la suite pour forcer la personne à accepter, mais il faut savoir qu'au Québec, on a des lois pour protéger les locataires et qu'on a le droit de contester une augmentation de loyer. Et si le locataire a un comportement intimidant ou harcelant, il y a des recours pour ça. C'est inacceptable et il y a des dédommagements qui peuvent être réclamés. Donc, ça doit être fait dans le respect. D'accord. C'est quoi les délais normaux? Si on fait une contestation à la Régie, c'est engorgé, c'est long, Ça peut prendre plusieurs mois à une année, donc ça arrive parfois que ça dépasse le renouvellement. Mais habituellement, c'est des causes qui sont traitées plus rapidement, mais ça peut prendre une bonne année parfois. Puis entre les deux, tu peux toujours avoir une médiation. Tu peux toujours recommencer après 3 mois, 2 mois, 3 mois. Là. Exactement. Il est toujours possible d'essayer de s'entendre avec le propriétaire en attendant la date d'audience. Okay. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi, je veux dire, le taux de succès? C'est-tu 50-50? Souvent, le propriétaire, c'est bon, des fois, c'est le locataire. C'est quoi les statistiques à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une statistique qui est sortie? Ou... La plupart des gens qu'on accompagne ont réussi à obtenir des ententes. C'est très rare qu'on n'obtient pas d'entente. Il y a quelques cas où ça se rend à la Régie du logement. Je ne parlerai pas de victoire ou d'échec, parce que c'est la Régie qui décide du montant qui est fixé. Mais dans la plupart des cas qu'on a accompagnés, on avait estimé là, que c'était une bonne différence, puis on avait encouragé les gens à contester. Et en effet, ils ont eu une économie quand même importante, là, une bonne différence dans le coût du loyer. Donc, si on résume, je pense que c'est important de dire aux gens de surveiller leur affaire, de ne pas laisser... La première règle, c'est que quand vous recevez un avis, travaillez tout de suite, là. Réglez ce cas-là en janvier. Au mois d'avril, ça sera rendu les impôts, mais là, en janvier... Et si je peux me permettre, c'est sûr que là, je parle des logements privés, mais tout ce qui est logement à prix modique, HLM, les lois sont différentes. Et il y a une exception, si on habite dans un immeuble récemment construit et que la section F du bail est remplie, durant les 5 premières années, le propriétaire peut augmenter comme il veut le loyer, on ne peut pas le contester. C'est une des seules exceptions, mais j'inviterais les gens qui se retrouvent dans cette situation-là à communiquer avec moi pour vérifier que c'est
bien légal. Là. Et là, tu me parles de 5 années bâties ou 5 années d'occupation? En fait, sur le bail, dans la section F, ça va être les 5 premières années là, que l'immeuble a été construit. OK. Et là, quand tu me fais penser à un point, le fameux bail, quand on va le chercher là, aux gens coutus ou choses comme ça, il faut vérifier hein, l'année, les termes et les articles juridiques. Oui. Ça change d'année en année. Là. C'est sûr qu'il y a des modifications. Tu prends pas un vieux bail, tu sais, je veux dire, tu sais, propriétaire, tu sais, j'ai un bail, j'en ai un dans le tiroir chez nous, tu peux exiger d'avoir le modèle 2019. Exactement. Depuis environ 2 années, la Régie du logement a mis en place un nouveau bail. Donc, théoriquement, tous les nouveaux locataires devraient signer ce nouveau bail-là et non l'ancien formulaire. Donc, quand on emménage dans un nouveau logement, ça devrait être le bail qui est en vigueur actuellement. Et j'invite tous les locataires à lire les clauses derrière le bail. C'est très intéressant. Ça apprend beaucoup les droits et les obligations des locataires. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un acte légal de signer un bail et ça vaut la peine de tout lire avant de signer aussi. Exactement. Comme tout document, là. Exactement. C'est un contrat, donc il faut le respecter. Donc, prendre le temps de le lire, prendre le temps de bien le comprendre aussi avant de signer. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Amélie, de ta présence. Merci. C'était gentil de venir en début d'année parce que là, je pense que les mois puis l'achalandé s'en viennent, ça va être un petit peu. Tu peux-tu nous répéter comment qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des différentes façons? En fait, vous pouvez nous rejoindre principalement par téléphone au 450-394-1778 ou à notre numéro sans frais, le 1-855-394-1778. Est-ce que c'est ouvert du lundi au vendredi? C'est quoi vos heures de service? Oui, on est ouvert du lundi au vendredi. Par contre, on demande aux gens de nous appeler pour un rendez-vous parce qu'on a aussi des activités à l'extérieur, donc je ne suis pas toujours présente là, au bureau. Bon, bien d'accord. Donc, on téléphone, on prend rendez-vous, puis on peut avoir une entrevue Exactement. Pour vérifier le dossier, vérifier si tout est bon. Exactement. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Amélie, c'est bien apprécié. Merci C'est ça, en début d'année, puis on va parler de vous justement dans les bulletins de nouvelles et dans notre émission. Merci beaucoup. Merci.